Eh oui, ce jour est arrivé, c'est évident que j'allais en parler de ce jeu-là vu toutes les références que j'y fais en vidéo. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire sur ce dernier justement. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et on va parler de pourquoi Fortnite est si populaire aujourd'hui alors que plein de gens ont prédit sa mort au bout de 2 mois, 3 mois, à la fin de l'année ou même 15 jours. Sauf que force est de constater que même bientôt 2 ans après sa sortie le 25 juillet 2017, et je parle bien du mode Battle Royale et pas du mode sauver le monde dont tout le monde se fout, il reste le grand leader du marché multijoueur actuellement, malgré certains concurrents qui les ont fait pas mal suer. Mais justement, ce succès permanent est-il réellement accompagné uniquement de bonnes choses? Eh bien, on va voir que malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Déjà, pour recontextualiser tout ça, même si vous le savez je pense pour la plupart, eh bien ce jeu est arrivé pendant le plein boom des Battle Royale, un style de jeu inspiré du film Battle Royale. Oui, ils se sont pas foulés. Et le principe est simple, être le dernier à survivre dans un territoire où tout nous est hostile. Le plus populaire avant que Fortnite ne sorte a été PUBG pour PlayerUnknown's Battlegrounds. Le truc c'est que d'un côté on a un jeu payant avec un univers assez réaliste, plus sanglant donc interdit aux plus jeunes et surtout moins arcade. Quand Fortnite est sorti avec son système free-to-play sans microtransactions rendant le joueur plus fort, un univers cartoon et surtout des parties bien plus courtes, il était clair que ce dernier pourrait toucher un public largement plus grand. Mais il n'y a pas que ça qui aide à son succès, le jeu est énormément mis à jour et il est toujours à la page de l'actualité avec des partenariats comme des nouvelles tenues en accord avec la sortie du nouveau film Avengers Endgame par exemple, que je n'ai d'ailleurs toujours pas vu parce que j'ai vu aucun Avenger de ma vie et donc j'ai peur de rien comprendre. Mais aussi des modes de plus en plus fous comme le créatif qui est presque un nouveau Minecraft tellement les possibilités sont folles. Fortnite est aujourd'hui sur tous les fronts. Déjà, il a rapidement pris une place importante dans celui de l'e-sport avec des cash price hallucinants et un investissement initial de ces derniers de plus de 100 millions de dollars et donc un suivi massif de la scène du sport électronique. Après tout, quand on voit que Dylan 15 ans peut réussir à gagner environ 15 000 dollars par mois en jouant uniquement à Fortnite, bah ça fait rêver. À côté de ça, Epic titille aussi beaucoup les influenceurs avec son fameux code créateur. Là où les autres jeux ne partagent pas les revenus engendrés avec ceux qui en font la publicité, eh bien ici un pourcentage revient à ceux qui en font la promotion et donc incite les gens à acheter dans la boutique du jeu tout en soutenant leur créateur de contenu préféré. Tout le monde en a un aujourd'hui, même moi après tout, c'est Léo Techmaker tout attaché, je le mettrai quelque part sur l'écran. Et d'ailleurs je vois beaucoup de gens me dire comment ça se fait que t'as un code créateur toi vu que tu joues pas à Fortnite? Faut pas oublier que c'est un code créateur Epic et pas Fortnite, du coup c'est pas totalement la même chose, mais plutôt pour le magasin Epic. Mais on parlera de ce code plus en détail dans une autre vidéo. Mais du coup, si vous avez de l'argent à cracher, pensez à moi les copains. Avec ces armes là, difficile de détrôner celui qui détrônera PUBG qui était pourtant le maître du domaine. Et pourtant certains ont essayé, comme un certain Apex Legends qui avait tout pour y arriver. Sauf que le truc c'est que le jeu a eu un très bon départ, notamment en sponsorisant les plus gros streamers Fortnite. Et oui, pas bête. Et donc les faire jouer à Apex comme Ninja avec une petite dotation d'1 million de dollars présumé, mais aussi avec un contenu de base très riche. Il lui est souvent arrivé d'être plus joué et plus regardé que Fortnite. Sauf que ces derniers ne se sont pas laissés faire en rendant le contenu encore plus régulier et le code créateur 4 fois plus intéressant pour les influenceurs. Et donc, bizarrement, sacrée coïncidence, il y a eu quand même beaucoup plus de pubs pour ce petit code lorsque le jeu Apex était sorti. Et avec tout ça, eh bien Apex n'a pas fait long feu, surtout que le contenu n'était pas aussi régulier que celui du leader. Et donc le nombre de joueurs a dégringolé à vitesse grand V et est devenu assez secondaire même s'il paraissait à la base d'être une très grande menace. Oh là là, quel fainéant aussi à ne pas développer leur jeu cela alors. Surtout qu'ils avaient tout pour réussir et le rendre numéro 1. Et donc c'est tout à fait normal que Fortnite reste le grand patron du Battle Royale avec une base de joueurs extrêmement stable et des partenariats tous plus fous les uns que les autres. Sauf que, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que ce jeu devienne un modèle à suivre? Peut-être pas, car bien évidemment à tout ça, il y a des répercussions graves. Déjà dans la conception d'un jeu vidéo aujourd'hui, le modèle free-to-play est devenu encore plus populaire qu'il ne l'était déjà avant, entre autres avec le boom des jeux mobiles. Et aujourd'hui, il est presque devenu impensable de créer une nouvelle licence sans ce modèle économique là. Et donc il va falloir forcément façonner le jeu autour de ce modèle. Mais oui, à un moment, l'argent doit bien rentrer dans les caisses et donc il faut rendre le jeu accessible ultra rapidement pour captiver les joueurs. Mais aussi donner envie aux gens d'acheter les différents contenus possibles, avec un probable détriment de rendre l'expérience du joueur gratuit assez fade. En plus de ça, il est aussi devenu primordial de faire des jeux
avec des gameplays simplifiés pour pouvoir les sortir sur toutes les plateformes possibles. Et quand je dis toutes, bah c'est vraiment toutes. Pour vous reprendre l'exemple de Fortnite, il est sorti sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android et iOS. Et bientôt la sortie sur Wii, on me dit dans l'oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs. Et je parle des nouvelles licences, mais même d'anciennes sont en train de pâtir de ce modèle économique. Par exemple, Diablo va avoir un épisode mobile, et même si ce dernier n'a pas encore eu la confirmation qu'il serait sur le modèle free-to-play, il est très peu probable qu'il soit payant en vue de sa cible, et les mecs venaient abattre des démons en famille. Il sera sûrement plutôt rempli de microtransactions pour ainsi attirer le chaland. Et croyez-moi que les joueurs ont très mal pris la nouvelle, avec un trailer de lancement rempli de commentaires négatifs, et un nombre de dislikes assez hallucinant, 314 000. Ça fait beaucoup quand même. Finalement, on pourrait croire que les haters sont les 23 000 à avoir mis un pouce bleu. Ce serait marrant d'ailleurs que la vidéo que vous regardez actuellement ait plus de pouces bleus que ce trailer de Diablo Immortals. Je dis ça comme ça, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Mais faites-le quand même, ce serait gentil. Mais surtout, une chose qu'on oublie souvent, bah, c'est que ces jeux-là sont développés par des humains. Et oui, on n'est pas encore à la période où le deep learning est assez puissant pour créer de lui-même des jeux vidéo. Et donc, ce contenu extrêmement régulier se paie avec des idées à devoir chercher pour soutenir une cadence. Et je sais de quoi je parle, hein. Mais à côté, bah là, il va aussi falloir les développer avec des équipes composées de plusieurs dizaines, voire centaines de développeurs. C'est tout un autre niveau que celui de youtubeur, parce que oui, ok, on est des branleurs, tout ça, mais il faut quand même trouver des idées. Là, c'est pareil, mais en plus, il faut les développer dans des jeux, c'est encore pire. Et donc, on entre dans une phase sombre à laquelle, malheureusement, tous les développeurs de jeux vidéo ont dû faire face. Le crunch. Et Corentin, tu arrêtes d'écrire tout de suite ta blague avec le chocolat dans les commentaires, hein. Merci. Le crunch dans le jeu vidéo est la pratique de pousser à bout tout le monde pour terminer un jeu ou une fonctionnalité dans les temps. On rentre souvent dans cette phase-là les mois avant la copie gold d'un jeu, qui correspond à la copie finie et qui est souvent prête 1 ou 2 mois avant la réelle sortie du jeu au grand public. Bien évidemment, c'est clairement pas un truc fun et on passe de journées assez conventionnelles à des journées infernales, avec des centaines d'heures de boulot à faire chaque semaine et bonne chance pour faire valoir vos 35 heures de travail hebdomadaire. Déjà car on n'est pas en France et donc ça existe pas, mais surtout faut pas oublier que c'était ton rêve de travailler dans le jeu vidéo, voyons. Alors pourquoi tu te plains? Tu devrais même nous être reconnaissant, tiens, de te faire travailler autant. Croyez-moi que si vous n'acceptez pas ces conditions, ben vous êtes souvent licencié très rapidement, ce qui crée une psychose et oblige tout le monde à se soumettre. Surtout que se faire jarter d'une entreprise 2 mois avant la sortie du jeu que tu développes depuis maintenant plus de 5 ans, t'as pas forcément envie que ça t'arrive. Des cas de crunch abusif, il y en a énormément malheureusement. On en avait beaucoup entendu parler avec Red Dead Redemption 2, où des développeurs travaillaient très dur et très longtemps, mais simplement par passion, hein. Et c'est pas moi qui le dis, mais Dan Houser, le producteur du jeu de Rockstar. Donc il doit sûrement avoir raison. Le truc c'est que même si en France on a l'habitude de râler et qu'on est les champions du monde pour ça, c'est clairement pas le cas du monde entier, surtout dans des métiers assez récents comme celui-là. Mais les langues commencent enfin à se délier avec l'envie de créer un syndicat autour de tout ça pour pouvoir réguler cette machine infernale qui oblige à faire des jeux de plus en plus beaux, de plus en plus complexes et par définition de plus en plus fastidieux à produire. Et tout ça dans des délais vraiment serrés. Et pourquoi je parle de tout ça? Eh bien car dans Fortnite, c'est bien évidemment le cas. Sauf qu'ici, bah, le jeu il est déjà sorti, et donc avant la sortie du jeu, ça fonctionne pas trop. Mais du coup, à quel moment ça intervient? Bah c'est simple, absolument tout le temps. Et oui, à devoir créer un nouvel objet toutes les semaines, à façonner des nouveaux cosmétiques chaque jour, à créer des nouveaux modes temporaires, à gérer la scène e-sport, à créer des événements avec Marshmello comme un concert live, ou encore bah, des modes temporaires mais avec d'autres événements, et donc il faut faire rapidement comme Thanos avec son gant de l'infini. Ça en fait beaucoup de travail. Tu peux avoir l'équipe la plus massive et la plus talentueuse du monde, c'est pas avec un 35 heures que tu vas réussir à créer tout ça avec des délais aussi courts. À vouloir absolument innover et recréer les règles de son jeu le plus souvent possible, cette culture du crunch est devenue une norme chez Fortnite, et c'est quelque chose de très dangereux car pour le coup les humains sont considérés comme des machines, voire pire quand on voit les différents témoignages de développeurs qui sont sortis du silence. On peut voir que sur le site Polygon, certains employés travaillent 12 heures par jour, 7 jours par semaine, et ça de manière continue pendant 3 ou 4 mois. Et dès qu'ils se rendaient compte de la situation, ils étaient rapidement remplacés par de nouveaux corps qui n'avaient pas encore l'habitude de se plaindre. Un turnover énorme en somme. Avec ce genre de témoignages, on peut repenser à Apex, qui certes s'est vautré à rater le coche pour détrôner Fortnite, mais pour ce faire, il aurait fallu appliquer les mêmes conditions, et donc que le crunch continu devienne une norme aussi chez Apex, et qu'on ne pourrait même plus qualifier de crunch du coup, car ce ne serait plus une période du tout. En plus de ça, tout le monde n'est pas content des changements ultra réguliers du jeu, donc c'est assez paradoxal, comme les joueurs e-sport par exemple. En effet, devenir professionnel sur un jeu prend du temps et demande une connaissance parfaite de ce dernier, et lorsqu'il change de manière un petit peu trop régulière, ça peut vite devenir très frustrant.
temps. On a pu voir d'ailleurs deux gagnants d'un petit tournoi universitaire dire qu'ils en avaient marre du jeu et aller passer sur un autre titre pour ainsi retrouver le plaisir de la compétition. Ça la fout un peu mal quand on te donne le cash prize du premier prix. Et on sent d'ailleurs que le présentateur est extrêmement gêné des réponses des deux petits bonhommes. Bref, Fortnite marche encore aujourd'hui, et même énormément il est vrai quand on voit le nombre de viewers constants sur les lives des différents streamers populaires du jeu. Mais tout ça à quel prix? Est-ce réellement une bonne chose que l'on cherche toujours des jeux de plus en plus poussés et complets pour nourrir notre société ultra consumériste? Après tout, si on veut toujours consommer autant, il existe énormément de différentes pépites sur lesquelles il est possible de passer un bon moment. Et en plus, cela permettrait de passer notre attention à plusieurs studios en même temps, et donc de pouvoir donner à chacun la visibilité qu'il mérite. Et puis c'est toujours bien de diversifier un peu, non? Donc je ne sais pas si se focaliser sur un seul jeu est réellement sain, mais je ne peux pas blâmer les gens qui le font, car après tout c'est un sacré cercle vicieux pour tout le monde, que ce soit le développeur mais aussi le joueur lambda et même le streamer qui s'enferme tellement dedans que même eux ne peuvent plus sortir de tout ça, comme ça a par exemple été le cas avec le streamer Gibbs qui s'est fait lyncher comme pas permis lorsqu'il a voulu changer de jeu, et même ça de manière temporaire. En tout cas voilà pourquoi à mon avis Fortnite marche encore aujourd'hui. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Serait-il une meilleure chose que les jeux soient possiblement moins fournis dans le temps et donc de devoir changer de jeu plus souvent, ou alors qu'ils aient un contenu tellement abondant qu'on n'en voit jamais la fin? Ce qui fait que certes on va pouvoir nous-mêmes évoluer avec, mais qu'il y a quand même quelques points négatifs qu'on a pu le voir. Et bien hop, en haut à droite, juste ici, il y a une fiche pour me dire tout ça. Mais surtout j'attends de voir vos commentaires juste en dessous de la vidéo sur le sujet, car je pense que c'est un cas extrêmement important à prendre en compte. Et surtout assez nouveau dans le milieu vidéoludique. Après tout, il ne faut pas oublier que ce sont des gens comme vous et moi derrière la conception de ces œuvres. Ah, et pour finir, la question n'est pas alors Fortnite il est bon ou pas le jeu, parce que ça limite on s'en fiche un petit peu. Et puis oui, il l'est sûrement, sinon autant de gens n'y joueraient pas aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pas la qualité ou la non-qualité du jeu le problème. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram qui se trouvent dans la description. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous ces gens qui ne comprennent pas pourquoi Fortnite a encore un succès fou 2 ans après sa sortie. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!